Bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la nouvelle expression ce matin qui parle du Lamida de Garoua, un militaire donc au commandement. C'est le grand titre proposé par le tabloïd de ce jour. Vous aurez également à lire aussi le scandale foncier avec le titre, un titre foncier à un fantôme. C'est ce que le journal nous apprend. À Belabo, on parlera également des ex de Sophie Bell qui sont en pleurs depuis quelques mois, donc 26 ans après la fermeture même de la société. Le journal est donc disponible en kiosque ce matin. L'article aussi, vous aurez à lire dans le numéro disponible en kiosque. Et on parle également de la cybercriminalité dans la nouvelle expression. 2 ministres au front. Tout cela dans le journal ce matin. Mutation parle du Lamida de Garoua. Issa Ayatou joue et perd. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le même journal parle également de l'arnaque. Il se passait pour Mvondo Ayolo. C'est ce que le journal nous apprend aussi en pied de une de Mutation ce matin. Mutation parle également de 45 morts en 5 jours. Donc selon bien sûr les statistiques du Covid-19, des récentes statistiques proposées par le journal ce matin. Vous aurez à lire aussi. Le journal Essentiel s'intéresse également à l'actualité et parle de succession avec Ibrahim El Rachidine, et le nouveau Lamido de Garoua. C'est le journal qui nous apprend également ce matin. Et le journal Le Messager, pour sa part, parle du palais des Toudi avec la mafia des tax force. C'est ce que le journal nous apprend. Les visages bien connus de la République sont également à la une du journal. Et aussi, on s'intéresse donc à l'extrême nord, dans le labyrinthe des urgences humanitaires. C'est dans le dossier proposé par le tabloïd également ce matin. Émergence, pour sa part, parle du Social Democratic Front. L'affaire Joshua aussi, c'est ce que le journal nous apprend ce matin, page 5. Et on parle également de la fonction publique avec la tête, le casse-tête donc des intégrations à la fonction publique également. Ce sont là des informations à lire ce jour. Et on parle aussi de Cameroun Tribune qui parle de trafic illégal d'armes d'Angers. C'est le titre proposé par le journal. C'est une action menée par le ministre de l'administration territoriale qui veut savoir qui est donc habilité à porter une arme à feu. C'est ce que le journal nous propose ce matin. C'est un dossier que je vous invite à lire. On parle également d'autres informations aussi dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de Yaoundé, un policier gardé à vue pour meurtre. C'est ce que le journal nous apprend. La victime est donc un handicapé physique et donc aujourd'hui décédé après avoir reçu une balle. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Autant d'informations à découvrir dans le journal Le Jour. Le soir hebdomadaire parle de task force anti-Covid-19. Les masques tombent, c'est ce que le journal nous apprend aussi. Et là, on peut parler également de vaincre le coronavirus, la solution collective. Autant d'actualités à lire dans la presse ce matin. Le journal s'intéresse également au transport terrestre avec la liste des agences de voyage de transport dangereuses. C'est le journal qui propose cet autre sujet. Et c'est à lire également dans le numéro de ce matin. Le journal L'économie qui est en kiosque parle donc de transformation locale du cacao. Les machines d'Atlantic Cocoa Corporation à l'arrêt depuis 3 mois. Ce sont là quelques employés qui sont aujourd'hui aux abois. Pratiquement 200 employés en difficulté, à la suite notamment de cette difficulté rencontrée par la structure. Le journal Tribune d'Afrique ce matin parle de Covid-Gate avec les tirs groupés de certains ministres contre la task force. C'est également à lire l'éditorial de Fossen Dicom ce matin. Le même journal parle de l'élection à la mairie de Banganté. Le verdict des primaires sera confirmé. C'est ce que le journal nous donne également comme information ce matin. On parle le journal Éco-Santé devenu quotidien, parle de contrôle de la qualité des médicaments avec le LANACOM en détresse, selon bien sûr le tabloïd. Et également une odeur de grève est donc dégagée de ce côté-là, ou se dégage de ce côté. On apprend tout cela dans le journal Éco-Santé de ce jour qui a également d'autres informations sur le plan sanitaire. L'autre journal pour sortir également Vision économique qui parle de cette enquête sur la gestion des fonds Covid-19. 24 ministres cités donc dans le détournement présumé de 180 milliards de francs CFA. Et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso exige légitimement les éléments de preuve qui accableraient donc les 24 membres du gouvernement. À lire dans le dossier proposé par le journal, les éléments aussi qui auraient pourtant dû accompagner le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. C'est à lire également ce matin dans le journal. Le journal parle également des fuites des capitaux en zone CEMAC avec le GICAM qui sollicite la médiation du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Autant d'actualités à découvrir dans la presse parue Douala ce matin. Voilà ce que nous proposons et bien entendu, il est déjà avec nous. Monsieur Kamran, bonjour. Flavien Vallon-Bronco, bonjour. Bonjour à Camille Nilé, bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin à Kiosi, dans le sud.
Voilà. Merci d'être là. Et bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Donald Brice Kamgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi je salue personnellement tous ceux qui nous regardent de Garoua et qui sont tous en liesse depuis l'élection de leur nouveau Lamido. Voilà, justement, on parle de Lamido ce matin avec la nouvelle expression et combien d'autres tabloïds qui se sont intéressés à cette autre actualité. Donc le Lamida de Garoua, un militaire au commandement désormais. Un militaire, disons qu'il ne faut pas dire, qu'il faut pas croire que ça veut dire que maintenant le Lamida se retrouve avec quelqu'un en armes. Non, c'est plutôt celui qui a décroché l'élection, celui qui a la faveur des 12 jurés qui avaient eu à choisir entre 12 candidats. Il y avait 12 candidats, il y avait aussi 12 électeurs. Et celui-là, c'est justement le capitaine Ibrahima El Rachidine, qui effectivement est militaire, capitaine de l'armée de terre, qui a même officié ici à Douala pendant longtemps. Il a été le porte-fanion du général Assali, c'est à cette époque-là que je l'ai personnellement connu, mais il était en poste au MINEF depuis quelques années, mais c'est sur lui que le dévolu a été jeté, et ce n'est pas forcément un militaire, c'est-à-dire qu'il serait peut-être réducteur de nous voir derrière le nouveau Lamido comme militaire, c'est juste un des ayants droit légitime de la succession Ayatou parmi les 12, parce que tous les 12 étaient aussi légitimes. Voilà. Donc c'est l'un des ayants droit qui a su capitaliser le vote des 12 votants. Alors, le journal La Nouvelle Expression, comme d'autres aussi, parlent de ce militaire au commandement, et également Mutation, lui, parle plutôt de Issa Ayatou, qui jouait père Donald Brice-Kamgan. Oui, Issa Ayatou a été présenté comme l'un des favoris de cette élection. D'ailleurs, au lendemain de la mort de Alim Gaga Ayatou, l'ancien Lamido de Garoua, une rumeur a inondé la toile, annonçant d'ailleurs que Issa Ayatou était le nouveau Lamido de Garoua, alors même que l'élection n'avait pas encore eu lieu, alors même que les dépôts de candidature n'étaient pas encore achevés, alors qu'on était encore loin de ce fameux 10 mai, c'est-à-dire hier lundi, le jour où a eu lieu donc cette consultation au Lamida de Garoua. Disons que la défaite de Issa Ayatou tient sur peut-être deux raisons. D'abord, au plan de la loi, je suis un peu hésitatif sur les raisons qui ont bien amené les autorités à valider sa candidature, puisque pour ceux qui ont consulté la loi de juillet 77 sur l'organisation et le fonctionnement des chefferies traditionnelles, cette loi mentionne que les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises et d'autres conditions comme savoir autant lire et écrire que possible. Il me semble qu'au plan de l'aptitude physique et morale, et ce n'est pas une injure à M. Issa Ayatou qui a servi ce pays au plus haut niveau, puisqu'ancien président de la Confédération africaine de football, mais qui a 75 ans, comme tout le monde le sait, qui est malade, ce n'est non plus un secret, au plan de l'aptitude physique. Il est difficile de penser qu'il méritait les suffrages des 12 électeurs. Je pense qu'il y a eu dans cette volonté de rajeunissement à la tête du Lamida de Garoua, qui est l'un des principaux et l'un des plus importants et anciens Lamida du Cameroun, puisque fondé en 1810, mais aussi une volonté de voir quelqu'un d'autre en dehors de la dynastie Ayatou. Vous savez que Alim Gaga Ayatou, qui est parti, dirigeait le Lamida de Garoua depuis 2000, et donc il a fait 21 ans à la tête de cette chefferie traditionnelle de premier décret. C'est le signe que les populations ont besoin de nouvelles figures, de personnes nouvelles à la tête des instances et des structures qui les dirigent. Donc il mérite en tout cas, selon vous? Oui, on attendra maintenant de le voir à l'œuvre. Il est, comme Camille l'a signalé, capitaine d'armée et chef, je crois, de l'antenne régionale de la sécurité militaire, la CEMIL, dans le centre. On attend bien de le voir à l'œuvre. La jeunesse n'est pas, j'allais dire, un passe-droit. Il faudra bien qu'il prouve
qu'il mérite le choix des populations. D'accord, Oui, Issa Yatou, oui, Flavien Madonongo, je voulais ajouter que ce n'était pas la victoire, ou plutôt la défaite de Issa Yatou ne signifie pas que les populations ont rejeté la famille Yatou. Tous ces candidats, tous les 12 candidats, étaient de la même source familiale, de la même source, la famille régnante, et tous avaient qualité, puisque lui, Rachidine, son grand-père, avait été un Ayatou, le grand Ayatou. Donc, ce n'est pas une question de rejet. Moi, je pense que, et ce ne sont pas les populations non plus qui ont voté, ce sont 12 grands notables qui connaissent toute la famille, qui connaissent l'histoire, et qui savent très bien que chacun des 12 était qualifié pour pouvoir être élu. Mais quand on voit que Ibrahima El Rachidine a eu 7 voix sur 12, ça veut dire que ça a été pratiquement un plébiscite. Donc, au même titre que ses concurrents, ils étaient de la famille régnante. Chacun d'eux avait eu son grand-père, son arrière-grand-père qui avait été l'Amido. Voilà, donc c'est ce qu'on peut lire également dans la presse ce matin parlant de cette élection du nouveau l'Amido, en tout cas de Garoua. On le constate d'ailleurs dans la plupart des tabloïds. Mais le messager de ce matin parle du palais des Toudi avec ce titre de mafia des tax force, selon bien sûr le journal. Il y a des personnalités de la République qui sont présentées à la une justement de ce journal. Philemon Yan, l'ancien Premier ministre, et le nouveau également, John Gouté, également le secrétaire général de la présidence de la République, et quelques membres du gouvernement qui ne figurent pas ici. Le journal fait savoir que tous regardent avec beaucoup d'appétit ce que fait le secrétaire général de la présidence de la République, c'est-à-dire gérer les fonds Covid sans être inquiété. Alors, depuis 2019, avec la Coupe d'Afrique des Nations, l'on est habitué, les Camerounais ont vu émerger dans le discours public le concept de task force. La task force dans l'environnement camerounais est une instance, j'allais dire nébuleuse, logée à la présidence de la République et pilotée par le secrétaire général de la présidence de la République. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, on a vu qu'il y avait une task force qui gérait les passations de marché, ainsi de suite. Cela a encore émergé à l'occasion de la crise pandémique que nous connaissons, le coronavirus, avec l'émergence tout récemment, dans ces dernières semaines, d'une task force sur la présidence et qui s'occupe de la passation des marchés publics, qui choisit les entreprises, qui donne des instructions aux autres collaborateurs du chef de l'État, à savoir le Premier ministre, le ministre de la Santé publique, ainsi de suite, sans que l'on ne voit une conformité entre le mode opératoire de cette task force et les principes légaux et administratifs qui doivent prévaloir en République. Le chef du gouvernement et le patron du gouvernement, il rencontre le chef de l'État qui est élu et le secrétariat général est un bras séculier de la présidence de la République, mais qui n'est pas constitutionnellement consacré. Et donc, il est difficile de comprendre que l'on coupe un célèbre au pied du Premier ministre, qui déjà dans l'environnement politique camerounais n'est pas une personnalité hautement confortable, respectable au plan du contenu de ses attributions et de sa prégnance sur l'action publique. Et donc, ces task force qui sont mises en place depuis quelques années, j'allais dire, domine et absorbe complètement le Premier ministère qui est chargé, comme vous le savez, de la coordination de l'action gouvernementale. Ok. Donc on le constate d'ailleurs dans le titre proposé par le messager de ce matin, on parle de la mafia des tax force. On constate aussi qu'il s'agit là un rappel de mémoire pour certains membres du Premier ministre, l'ancien Philemon Yan, qui est également cité dans le journal.
Il faut d'abord commencer par préciser que le terme task force lui-même, c'est un terme tout nouveau qu'on a entendu dans l'armée américaine il y a quelques années, quand il a fallu créer une structure spéciale uniquement consacrée à des opérations ponctuelles de haute sécurité et de haute stratégie militaire. Donc, quand on a parlé de task force au moment de la préparation de la Coupe, la CAN, évidemment, beaucoup de personnes ont pensé à cette unité spéciale, à cette sorte de nouvelle unité centrale que l'on a créée à la présidence de la République et qui mettait entre parenthèses les pouvoirs et autres je veux dire, orientation du Premier ministre. Et on sait que beaucoup de gens n'ont pas gardé un souvenir particulièrement glorieux de cette task force au niveau de la gestion et de la construction des stades et de la construction des équipements et même de la clarté de certains marchés. On a parlé de certaines sociétés qui avaient eu des contrats absolument faramineux. Il y a beaucoup de gens qui se demandent même encore comment une entreprise comme Prime Potomac, qui a laissé des tas de casseroles, se retrouve encore aujourd'hui au niveau en train d'être qualifié pour participer à des chantiers de la CAN 2022. Donc cette task force BIS qui a été créée et qui a été confiée au même ministre d'État Ferdinand Ngongo suscite bien évidemment beaucoup d'interrogations. Et ce sont ces interrogations que le messager met en exergue en mettant Philemon Yang, qui a été victime de cette task force, c'est-à-dire que lui on l'avait mis entre parenthèses pour donner tous les pouvoirs et tout le management des chantiers de la CAN au ministre d'État Ngongo. Et aujourd'hui, le nouveau Premier ministre Dion Ngouté, qui lui aussi aujourd'hui est complètement contourné, et les choses sont prises en main par la présidence de la République, donc sous la main du ministre d'État Ngongo. Donc c'est pour cela que le messager s'émeut un peu à la suite de beaucoup de personnes qui se demandent à quoi peut bien servir cette task force et qu'est-ce qu'elle cache en réalité, parce qu'on a vu que pendant les travaux de la CAN, ce que la task force a laissé comme goût d'inachevé et surtout comme récrimination et grincement dedans. Alors on va certainement vivre la même chose avec le Covid-19. C'est ce que le titre du messager et l'analyse du messager pose comme interrogation et estime que c'est une véritable mafia. On se demande bien jusqu'où il ira cette fois-ci. Alors, donc ce titre du quotidien, le messager, essaie de faire, tout au moins, accompagné ici par le titre du journal Tribune d'Afrique, qui parle des tirs groupés de certains ministres contre cette task force que l'on enregistre depuis quelque temps déjà. On a évoqué la task force pour la CAN, cette fois pour le Covid-19. On attend bien de voir. Je voudrais préciser que... Est-ce que c'est un tir groupé, comme dit le journal Tribune d'Afrique? Peut-être qu'il y a un tir groupé. Maintenant, la question c'est ces ministres ont-ils raison ou pas de faire cette tir groupé-là? Peut-être c'est la réponse à cette question qui est intéressante. Mais je vais rappeler qu'en 2018, on a publié un code des marchés publics, et notamment puisque là nous sommes justement sur la question de passation des marchés publics. Le chef d'État a publié un texte sur la passation des marchés publics et a indiqué dans quelles conditions les marchés d'urgence et de gré à gré, puisqu'il s'agit de cela, sont réalisés. C'est dans les cas où on a des situations d'urgence dans la gestion des pans stratégiques de l'activité de l'État. Les économistes que vous consultez vous disent que les marchés où il y a un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage, les projets où les maîtres d'ouvrage sont clairement connus, le recours dans ce type de marché-là, le recours à des task force, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. D'autant plus que on ne voit pas trop en quoi les masques ont une fonction stratégique dans l'activité publique. Mais soit, Camille le rappelait tout à l'heure, on n'a pas une idée très positive des résultats de la task force mise en place dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, finalement retirée au Cameroun pour chantier inachevé. La task force, non seulement au plan de la gouvernance, pose des problèmes parce que comment est-on sûr que les entreprises, vous avez vu la liste qui a été transmise au ministre de la Santé publique, les entreprises sont ici sélectionnées
en urgence sont celles qui offrent les meilleures qualités, les meilleures compétences pour réaliser les marchés qui sont exécutés. Qui contrôle les procédures qui ont été diligentées pour arrêter ces entreprises-là, mais aussi il y a une question de sincérité. La mise en place des task force pose aussi une question de sincérité sur la transparence voulue dans la gestion du Covid-19. Vous vous souvenez qu'il y a 2 audits qui sont en cours de réalisation, un réalisé par la Chambre des comptes de la Cour suprême et un deuxième réalisé par le contrôle supérieur de l'État. On nous a dit que ces audits-là visaient à voir clair sur les soupçons de détournement qui sont énoncés dans le cadre de la gestion de la crise. Alors, si l'on est en train de mener 2 audits pour voir clair dans la gestion, et notamment les passations des marchés, dans le cadre de cette crise-là, il est contradictoire que l'on remette encore au bout du jour la question des task force alors que l'on recherche la transparence. Il ne semble pas que la task force soit un modèle de transparence dans la gestion des affaires publiques et notamment de la pandémie. Alors, Tribune d'Afrique qui parle de Covid-Gate, parle de tirs groupés de certains ministres contre la task force, mais seulement Vision économique de ce matin parle d'enquête sur la gestion même de ces fonds Covid-19 avec 24 ministres cités dans le détournement présumé de 180 milliards de francs CFA. Ben, il faut dire que Vision économique, un peu comme la semaine dernière, est allée très très loin, a mis le doigt là où il fallait. Là, il fallait d'abord, au niveau de cette correspondance venue de la présidence de la République adressée au ministre d'État garde des Sceaux, lui instruisant d'ouvrir des procédures. Et on connaît la réponse que certains ont considérée comme la réponse du berger à la bergère, avec le ministre d'État qui lui a dit que oui, je veux bien ouvrir les procédures, mais donnez-moi les éléments de preuve qui me donnent la possibilité d'ouvrir ces procédures. Donc, Vision économique est allée beaucoup plus loin en citant le nom de ces ministères, les sommes qui leur ont été allouées, et maintenant les éléments qui pourraient inculper justement les tenants de ces ministères, surtout sur le plan de détournement. Donc il est important aujourd'hui pour la presse, et ça on peut tirer un grand coup de chapeau à Vision économique, qui ne s'est pas contenté seulement d'accuser, de crier à la corruption et au détournement, mais de citer les ministères détournés, et maintenant parce que ce n'est pas parce qu'un ministère a reçu de l'argent qu'il a complètement détourné. C'est-à-dire qu'il est question aujourd'hui, selon le rapport en tout cas, tous ceux qui ont perçu de l'argent doivent rendre compte. Oui, le problème c'est de savoir ce qu'ils ont fait de cet argent, comment l'ont-ils utilisé et qu'est-ce qu'il en reste, ou bien est-ce qu'il en faut encore, parce qu'il est encore question de donner notre rallonge aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui a constaté qu'il y aurait eu des manquements, a donc adressé ce rapport, et maintenant ce rapport, on attend les conclusions de ce rapport pour pouvoir éventuellement ouvrir des procédures judiciaires contre d'éventuels détourneurs. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont reçu de l'argent ont détourné, loin de là. Mais c'est qu'aujourd'hui, il appartient à la presse aujourd'hui d'informer les Camerounais et de ne pas présenter tous ces ministres comme des voleurs qui ont tout détourné. Alors, le journal fait savoir ce matin que des éléments qui auraient pourtant dû accompagner le rapport de la Chambre des comptes, quand même de la Cour suprême, si jamais, puisque aujourd'hui on demande les preuves de ces présumés détournements. Oui, et c'est tout cela, la confusion qui est entretenue. Écoutez, on parlait des task force tout à l'heure. Ça remet aussi au goût du jour la qualité de la gouvernance. Nous sommes en face d'une task force qui est logée à la présidence de la République, et on sait que dans la nomenclature publique au Cameroun, la présidence est un peu l'ultime instance de contrôle dans l'appareil d'État. Or, si la présidence se mue en unité opérationnelle, passation de marché, exécution, on va se demander quel est le rôle du ministre de la Santé, quel est le rôle du Premier ministre, qui va donc contrôler la façon dont les marchés sont exécutés, la façon dont les marchés sont passés, si la présidence se mue en instance de passation des marchés publics. Donc, ça crée une confusion incroyable dans la gouvernance. Il faudra bien qu'on en sorte un jour. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on lit également dans le journal ce matin. Vision économique qui en a fait tout un dossier sur cette question avec des noms cités, des noms de ces départements ministériels. Et les sommes. Et les sommes également perçues par chaque département ministériel. La grille de Opatcha avait été publiée par le ministère des Finances. Et voilà. Donc, allez, on lit également le quotidien Émergence parle de l'affaire Joshua aussi, désormais.
Oui, l'affaire Joshua aussi en référence dans le social-démocratique front. Oui, en référence à cette controverse autour des sorties du premier vice-président du SDF et des décisions prises ce week-end par le comité exécutif de la formation politique réuni dans le cadre de son EC traditionnel à Yaoundé, qui a jugé recevable la requête du comité exécutif du littoral sur le cas Joshua aussi. C'est ainsi qu'il convient de l'appeler peut-être. Le comité exécutif a jugé recevable cette requête au fond d'exclusion du député Joshua aussi du SDF, et aussi le comité exécutif se donne 3 semaines pour étudier cela à travers son département juridique, sa cellule juridique, c'est comme ça qu'ils appellent cela. Joshua aussi est sujet aux critiques de ses camarades de parti qui trouvent qu'il s'acoquine beaucoup avec le régime en place à un moment où le SDF est en difficulté au plan structurel, mais aussi conjoncturel. Structurel du fait qu'au fil du temps, le parti n'a pas su s'adapter et les crises qui s'enchaînent ne lui sont pas favorables, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont ses fiefs traditionnels, mais aussi la mutation de la classe politique avec l'émergence des partis politiques nouveaux qui ont un discours nouveau, qui font ombrage au SDF, le MRC en l'occurrence. Le SDF n'a pas su s'adapter dans le temps et le rapprochement visible entre Joshua aussi et le pouvoir en rajoute déjà au soupçon de collusion entre cette formation politique, autrefois vitrine de l'opposition, en rajoute, disais-je, au soupçon de copinage, de copinage entre le parti et le pouvoir en place à Yaoundé. Donc voilà l'ensemble des défis auxquels le parti fait face. Et le cas Joshua aussi préoccupe fortement la formation politique. On verra bien d'ici 3 semaines, le parti aura une position tranchée sur cette question. Alors, à côté de ces titres, on pense que le SDF a mieux à faire que de s'attarder sur cette affaire Joshua aussi. Non, le SDF a beaucoup de chats à fouetter. Il a beaucoup de chats à fouetter. Mais ce que je veux dire, c'est que au lendemain de la tenue de ce NEC, j'ai plutôt vu une sorte de véritable danse de Sengi à la une de beaucoup de journaux qui ont présenté le cas Joshua aussi comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus du premier vice-président du SDF. Non, moi je pense que les journalistes ont le devoir aussi d'éclairer les personnes et non de les enfoncer dans l'incompréhension ou dans le flou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ressort des conclusions de ce NEC? Il ressort que la pétition déposée par le député Jean-Michel Nietzsche relative à l'auto-exclusion. Parce que là aussi, c'est tout simplement un concept absolument vicieux et fumeux. L'auto-exclusion du vice-président Joshua aussi. Parce qu'on se rend compte qu'une instance régionale est en train de décider de l'exclusion du vice-président du parti qui lui est national. Mais ce que les journalistes doivent expliquer, ils doivent expliquer que dans ces conclusions, sa base est à Douala, mais il n'en demeure pas moins le premier vice-président national. Il n'en demeure pas moins que la requête a été jugée recevable. Pourquoi? Parce qu'elle a été déposée dans le temps. Quand vous déposez une requête, il faut que vous la déposiez bien avant le congrès pour qu'on puisse l'étudier. Et de deux, comme vous l'avez dit, le SDF a beaucoup de chats à fouetter. C'est pour cela que le SDF a estimé que dans 3 semaines, la commission juridique va s'asseoir pour bêcher sur ce fameux dossier et pour regarder si cela va en contradiction avec les textes du SDF. Mais ce qui me fatigue un peu, c'est cette manière de vouloir présenter Joshua aussi comme quelqu'un qui est en collusion avec le RDPC. Parce que les faits reprochés par le député Nietzsche à Joshua, c'est quoi? C'est que le vice-président du SDF, le député Joshua aussi, a mis sa signature dans une pétition formulée par des députés de l'Assemblée nationale. Et pas uniquement des députés du RDPC. Il n'y a pas que ça comme cas évoqué. Non, mais moi la fameuse auto-exclusion, c'est celle-là pour laquelle M. Jean-Michel Nietzsche estime qu'en signant cette pétition, avec des députés du RDPC, il s'auto-exclut.
encore que l'auto-exclusion est-elle une disposition qui est prévue dans les textes du SDF. Donc c'est pour cela que moi je pense qu'il faut laisser les experts de la commission juridique s'asseoir, juger ce cas qui a été posé à leur attention, et maintenant attendre la suite. Ils n'ont commencé à balancer des titres du genre l'affaire Je sois aussi, ou bien une épée de Damoclès au-dessus de Je sois aussi. Je pense que c'est une affaire qui est à l'intérieur du parti. Et on va voir comment un président d'un comité régional peut par exemple sanctionner un président au niveau national. C'est pour cela que je pense qu'il faut être très prudent. Il faut regarder, c'est une affaire qui se passe à l'intérieur d'un parti, c'est une affaire qui pratiquement est une affaire d'homme à homme. Ou à l'intérieur du SDF. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens du SDF régler leurs problèmes et non être une sorte de caisse de résonance, peut-être de discours c'est une affaire qui est sur la place publique. Elle est sur la place publique, effectivement. Donald Brick, c'est pour sortir de l'émission. Oui, ce qui se passe au SDF intéresse ce citoyen camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Ils ont les partis politiques la mission d'éduquer les masses. Et pour que les masses soient bien éduquées, il faut que ce soit les partis politiques eux-mêmes soient animés par des hommes de bonne qualité et de bonne moralité. C'est pour cela que la vie des partis politiques intéresse les citoyens. Il ne faudrait pas que l'on donne l'impression que c'est une affaire privée, mais c'est suite. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que également c'est une affaire d'homme à homme maintenant? Je vais répondre à votre question. Deuxième chose, nous sommes là pour donner l'information aux Camerounais. Vous êtes militant du SDF, vous avez dû être président ou vice-président, vous êtes rattaché à une région précise. Et pour le cas de Joshua aussi, il est rattaché au littoral, il est militant dans la région du littoral. Cela signifie que le comité exécutif du littoral peut prendre une décision à son encontre. C'est ce qu'il voulait rectifier. Enfin, il y a un certain nombre d'actions que Joshua aussi a posées et qui sont controversées aux yeux des analystes politiques que nous sommes, mais aussi aux yeux de ses militants. Le fait de reconnaître la victoire du candidat du RDPC après la présidentielle 2018 en son nom propre, alors que son parti politique émettait des réserves sur la victoire du candidat du RDPC, le fait de signer cette pétition aux côtés d'une majorité de députés du RDPC sur une question controversée, le fait également d'autres positions sur la crise anglophone. Là, nous parlons des faits. Maintenant, le SDF a certainement des gens bien formés. Son département juridique est très bien loti. D'ici 3 semaines, on verra ce que le département juridique du SDF dira. Les défis dont nous parlions tout à l'heure, j'ai entendu que le SDF a beaucoup de chats à fouetter. Entre autres, la preuve de sa sincérité aussi. C'est un chat important à fouetter pour le SDF. La preuve de sa sincérité, de la conformité de sa ligne politique au plan de l'action avec ce que prévoit ces textes, c'est-à-dire un parti de gauche. Et les positions qui sont sujettes à débat aujourd'hui sont des positions qui permettent de douter de la sincérité du SDF. Il faut trancher là-dessus. Juste une phrase, s'il vous plaît. Juste une phrase. C'est-à-dire que Donald Brick m'a siphonné en disant que le fait de reconnaître les victoires du candidat du RDPC au lendemain de l'élection, il est de tradition dans tous les pays du monde. Quand une élection vient de passer. Il a précisé. Alors que son parti contestait. Et vous pensez que lui qui a été candidat, si lui qui a été candidat estime qu'il a été battu, vous pensez que pour le parti contester, c'est une preuve de démocratie. Nous allons laisser le soin lecteur d'aller lire ce que la presse propose. Merci, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, nous serons là, il sera 9h20 sur Equinox.